Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous pour ce début de matinée passionnant sur toutes ces transformations de durables, sociétales, numériques, sur la manière d'identifier ces compétences d'avenir. Cette transformation, elle passe aussi par les nouvelles formes d'apprentissage, toutes les technologies qui vont nous permettre d'apprendre autrement, de développer de nouvelles compétences. C'est ce que l'Observatoire NetExplo avait appelé les compétences connectées il y a déjà quelques années. NetExplo, très précurseur sur le sujet. Je laisse la parole à son président, Thierry Happ. Rebonjour à tous, merci Aurélie. Après ces séquences très intéressantes sur les entreprises, je vous propose un petit point en introduction de cette table ronde qui portera sur les nouveaux territoires de l'apprentissage. Pour présenter notre réflexion, j'ai pris un petit zoom sur un sujet qui est complètement en phase avec cette journée et que nous avons identifié dans l'Observatoire NetExplo il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui ne cesse de se renforcer, notamment avec la pandémie, où on a vu une véritable accélération ces dernières années. Alors juste un petit rappel de contexte sur NetExplo. Comme vous le savez, nous sommes un observatoire mondial de l'innovation numérique depuis 2007. Nous sommes créés sous le patronage du Sénat, du secrétariat d'État au numérique, en partenariat avec HEC Paris et l'UNESCO qui nous a rejoints 3 ans après. Notre vocation restera toujours de faciliter la transformation digitale des entreprises. Et pour cela, nous faisons de la veille mondiale sur les usages émergents du numérique. Nous produisons des tendances qui sont traitées à partir d'une grille de lecture qui n'est pas technologique ni sur la valorisation financière des innovations digitales, mais sur l'appropriation, ce qui explique que cette grille soit une grille sociologique en matière de traitement des innovations. Et nous avons des événements comme cet événement aujourd'hui, où le Forum mondial à l'UNESCO pour partager ces innovations. Et bien sûr, nous partageons à l'occasion d'enseignements, de cours, de conférences intra-entreprises et de séminaires. Tout ça ne serait pas possible si nous n'avions pas créé un réseau mondial avec un certain nombre de profs académiques qui sont des profs d'IT, de computer science, de digital marketing, de digital management, de AI, de data, et qui ont 3 missions dans le cadre de notre observatoire. D'abord, donner des orientations stratégiques chaque année, où nous nous retrouvons à l'occasion du forum à l'UNESCO. Deuxièmement, de publier avec nous, bien sûr, et l'UNESCO. Et puis, troisième rôle qui est très important, c'est celui de travailler avec leurs élèves pour identifier toutes les compétences, toutes les innovations mondiales que nous pouvons voir émerger partout dans le monde et dans leur zone géographique. Ce qui nous permet chaque année d'établir 2000 à 2500 innovations qui nous est permis d'étudier. Et sur ces 2000-2500, eh bien, nous gardons les 100 qui nous semblent les plus importantes en matière d'impact potentiel sur notre économie et notre société. Nous primons 10 innovations qui sont généralement totalement inconnues puisqu'elles ont émergé de l'année partout dans le monde, et nous écrivons nos tendances NetExplo, qui sont bien évidemment produites à travers du palmarès NetExplo 100. Alors, bien évidemment, depuis 15 ans, on a eu la chance de primer un certain nombre d'innovations qui aujourd'hui sont marquantes. Je pense à Twitter en 2008, c'était le premier forum NetExplo, jusqu'à Slack, qui est devenu une messagerie incontournable et qui a été racheté par Salesforce, plus de 27 milliards encore dernièrement. Ce qui est important à dire, c'est que tout ça est possible parce que nous avons 30 entreprises qui travaillent avec nous et qui, dans ce cadre, nous ont permis à la fois de financer en mutualisant leurs investissements à nos côtés cet observatoire pour lequel nous sommes amenés chaque année à partager nos enseignements. Dans ce cadre-là, cet observatoire Global Trend nous a permis de développer 4 autres observatoires sur Linking City, sur la data transformation, sur la technologie et la souveraineté numérique, et aujourd'hui, notre dernier observatoire, sous le haut patronage du ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion, sur les transformations et compétences d'avenir. Alors, ce que je souhaiterais présenter, je n'ai pas d'image là-dessus, c'est pour ça que je ne peux pas en présenter, c'est vraiment sur les compétences connectées qui me paraît vraiment l'élément le plus central. De quoi parle-t-on quand on parle de compétences connectées? Eh bien, c'est évidemment la technologie, l'apport de la technologie sur les compétences directement. Alors, bien évidemment, ce digital, il a bouleversé les frontières des secteurs d'activité, il transforme les métiers, il ouvre de nouvelles formes d'accès à la connaissance, et
quand on parle des compétences, on parle du professionnalisme, eh bien, ce sera toujours étroitement tenu à cette capacité d'actualiser ses connaissances. Et cette actualisation des connaissances, elle dépend bien sûr de la formation continue, de la formation permanente des personnes. Et cette nouvelle forme de développement des compétences qu'on voit émerger partout dans le monde, c'est ce que nous avons appelé les compétences connectées. Alors, petit rappel quand même avant, ce qu'on a tous connu, c'est la formation, tous ensemble, dans un même lieu, au même moment, sans personnel, sans personnalisation du contenu de formation, sans interaction possible avec l'expert pédagogue. C'est ce qu'on a connu quand on était étudiant dans le supérieur, c'est-à-dire cette image. Et parallèlement à ça, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, nous entrons dans l'ère de l'ubiquité du learning connecté, c'est-à-dire un bénéfice immédiat de compétences. On va pouvoir apprendre n'importe où, à n'importe quel moment, sans entendre qu'on en ait véritablement besoin. Alors pourquoi cette mise en œuvre de cette ubiquité du learning connecté est possible aujourd'hui? Pour 3 raisons. La première, c'est que nous avons un environnement et des outils de travail qui collectent des datas en temps réel. Ça, c'est une réalité qui aujourd'hui est opérationnelle dans nos entreprises. Deuxième chose, nous avons des intelligences numériques qui analysent les datas pour produire des diagnostics et des besoins, in situ. Et puis enfin, ces technologies numériques vont permettre de diffuser ce savoir selon des modalités qui vont être totalement variées et toujours en temps réel et de plus en plus personnalisées. Et cet apprentissage de plus en plus personnalisé dans son contenu et dans ses modalités de diffusion, eh bien, c'est aujourd'hui possible parce qu'on va s'adapter à votre personnalité, on va utiliser un langage naturel, celui qui vous convient, et puis enfin, ça peut se faire en relation avec un expert, en peer-to-peer, avec l'aide de ses pairs, et ça, c'est aussi une dimension très importante. Cet apprentissage, il faut le dire, il est totalement opportuniste. Il ne s'agit pas du tout d'apprendre pour demain, il s'agit d'agir rapidement en réponse à un problème circonstanciel précis, qui est « j'ai un besoin, j'ai besoin d'une solution », et bien cette solution elle va arriver de façon quasi magique, grâce à la technologie, par imitation ou par guidage logiciel, sans explication, ni mise en perspective ou ni conceptualisation. Et tout ça n'est pas nouveau. Je m'entends par là pour dire qu'il y a eu une source d'inspiration qui a été majeure. Cette source d'inspiration, elle n'est pas dans la technologie, elle est dans le cinéma. Et je voudrais juste vous rappeler un extrait d'un film mythique de 1989 que vous connaissez tous, Matrix. Je vous propose de voir cet extrait qui dure 2 minutes. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 Pas helicopter. l'écran. Hurry. Let's go. Voilà, tout est dit. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, nous, ce qu'on a vu au niveau mondial chez NetExpo, c'est 2 tendances. La première, c'est ce qu'on appelle le coaching numérique. Le coaching numérique, c'est quoi? C'est un formateur qui est une intelligence numérique qui va être un modèle de compagnonnage digital. Alors, comment ça se traduit concrètement? Je vous donne quelques exemples, vous allez pouvoir comprendre très vite. Ça, c'est une initiative qui date d'il y a 5 ans, qui s'appelle CrowdPilot. De quoi s'agit-il? Ça va vous permettre de vous accompagner dans un rendez-vous. Alors ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un date amoureux, et vous allez sélectionner un ami, un volontaire, un coach, qui va écouter votre conversation pendant que vous êtes en train de dialoguer. C'est-à-dire, vous êtes un entretien de recrutement, vous mettez votre smartphone sur le bureau, vous ouvrez le micro, et à ce moment-là, la personne va être amenée à écrire pour vous dire « Oula, attention, ne rentre pas sur ce sujet » ou « Tu as oublié de dire telle chose », etc. Bon, vous imaginez la réalité de ce genre de projet, c'est quelque chose qui fonctionne. On a même vu des hommes politiques fonctionner comme ça, avec des personnes qui pouvaient échanger. Aujourd'hui, c'est un élément du coaching numérique. Deuxième élément, c'est cette application qu'on a primée il y a quelques années, qui s'appelle Wordlens, qui a été rachetée par Google. Là, c'est une traduction sur mobile, par l'image, par la réalité augmentée. Vous allez pouvoir traduire dans une vingtaine de langues n'importe quel texte, n'importe quel panneau, n'importe quel menu, et ça, instantanément, avec votre téléphone. Troisième application, alors ça j'en aurais rêvé quand j'étais étudiant, une application pour les maths. Il vous suffit d'utiliser Photomath et là vous photographiez, vous scannez l'équation et vous avez la résolution de l'équation immédiatement, même une équation très complexe en matière d'algorithme, donc c'est particulièrement, je dirais, pertinent. On a vu aussi à Singapour récemment Noodle Factory qui va vous permettre, grâce à cette IA,
de transformer automatiquement un contenu pédagogique en chatbot interactif, ce qui peut être très utile par rapport au sujet. Et puis enfin, YoMD, qui vient de changer de nom d'ailleurs, qui est une application très successful, nous l'avions primée aussi récemment, qui est développée avec la Sécurité sociale britannique, la NHS, et qui va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre de pouvoir donner des conseils médicaux sous forme de chatbot. Alors ça ne se substitue pas à un médecin, mais ça va permettre, en quelque sorte, de pouvoir savoir où on va être dirigé comme hôpital ou clinique, quel est le médecin qui va le mieux nous soigner, ou ce genre de choses. La deuxième tendance, c'est le coaching par immersion. Alors, c'est un sujet, bien évidemment, qui fait référence au métaverse. Nous avons la chance d'avoir une start-up avec nous qui va intervenir et qui va montrer plus particulièrement à quel point les univers immersifs sont aujourd'hui très prenants. Mais ce coaching par immersion, il est en train de prendre une dimension probablement de plus en plus importante dans l'avenir. Et l'idée, c'est de développer ces compétences par immersion dans une réalité augmentée ou virtuelle maîtrisée par l'apprenant. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de pouvoir scénariser son apprentissage pour s'entraîner, de configurer une situation, voire même de travailler avec un partenaire, un sharing partenaire, qui peut même être une intelligence artificielle ou un robot en fonction de la situation. Si on voit l'extension de ces univers virtuels en matière de technologie, c'est que cet apprentissage pourrait être personnalisé grâce aux neurosciences, aux mécanismes de jeu, de gamification et à la reconnaissance des émotions, comme on peut le voir avec les casques HoloLens qui vont permettre de se projeter dans la réalité augmentée et de simuler des hologrammes avec de nombreuses fonctionnalités, donc HoloLens qui a été développé par Microsoft. Ça peut être aussi, dans les mondes virtuels, d'être mis en situation à la place d'une population en minorité qui va vivre donc l'expérience d'une personne des minorités pour qu'on va permettre de pouvoir favoriser l'empathie et donc l'inclusion dans l'entreprise. Ça peut être aussi une forme de surveillance dans une classe, de l'attention et de l'humeur des élèves pour optimiser la performance de la classe. C'est ce qui se passe en Chine, bien évidemment, ça fait beaucoup réfléchir. Et ça peut être aussi une capacité de coacher virtuellement, à travers la reconnaissance faciale, les émotions d'une personne et de savoir quelle est son attention, quelle est sa compréhension du sujet, comment ça fonctionne. Alors, tout ça, bien sûr, c'est beaucoup de technologies, elles sont regroupées ensemble. Et à NetExplo, on a décidé de faire un petit film d'animation qui met en scène une jeune femme qui est agent de maintenance dans l'industrie et qui se retrouve en situation où elle va utiliser tous ses moyens. Et je vous propose de le voir sous la forme d'une petite bande dessinée animée qui permet de voir le principe. C'est un petit film qui dure 2 minutes 30. Jenny est installatrice de fibre optique. Elle intervient pour de nombreux clients dans des environnements différents et pour des missions variées. Pour l'aider, elle travaille en duo avec son robot Atichou. Aujourd'hui, elle commence par l'installation d'un boîtier de répartition. Le robot scanne l'environnement, se connecte aux équipements intelligents du site et transmet les informations à Jenny dans son masque de réalité augmentée. Grâce à son robot, Jenny sait exactement où placer le boîtier. Elle enfile son exosquelette, beaucoup plus sécurisant pour fixer au mur ce matériel très lourd. Le bras télescopique d'Atichou l'aide à visser les boulons, Jenny le guide à la voix. Ils opèrent en équipe. Le boîtier installé ne fonctionne pas. Jenny lance le help communautaire de son entreprise. Là, c'est Franck, un collègue expert sur ce type de répartiteur qui prend contact avec elle. Franck lui explique en visio les subtilités de cet équipement et tous les deux, à distance, travaillent à la mise en route du boîtier. Et le tour est joué. Mais Atichou détecte des signaux perturbateurs en scannant l'installation du client. Une alerte clignote dans les lunettes de Jenny. Elle suit son robot qui la conduit sur les lieux du problème et va pouvoir intervenir avant la panne. La situation est délicate. Atichou anticipe une coupure totale du réseau de communication à la moindre erreur. Jenny enfile son masque de réalité virtuelle. Elle préfère s'entraîner avant d'agir pour réussir à coup sûr. Jenny progresse vite, mais ses vêtements connectés relèvent quelques signes de fatigue et de stress. Son pouce s'accélère et ses gestes sont un peu moins précis. Même si Jenny s'en sort finalement très bien, Atichou programme par précaution une journée plus calme pour le lendemain.
Fin de l'intervention, le tour est joué, la catastrophe a été évitée. Voilà, c'est juste pour vous projeter dans l'univers demain d'un agent de maintenance qui va bien sûr utiliser toute cette technologie. Donc en conclusion, pour terminer, comme on le comprend, on assiste vraiment à l'émergence d'un compagnonnage moderne qui va reposer sur la transmission des savoirs par les nouvelles technologies elles-mêmes. Et de la formation digitalisée, on voit bien qu'on évolue de plus en plus sur les compétences connectées. Et ces compétences, elles vont s'améliorer chaque jour grâce à l'IA, grâce à la machine learning, sans que les collaborateurs aient besoin de fournir des efforts, puisque c'est la machine qui apportera l'information en temps réel par rapport au sujet. Alors cette évolution, elle pose 3 questions de fond à tous les professionnels de l'éducation et de la formation. La première, c'est est-ce qu'on peut encore parler de formation quand la personne n'a pas à agir, trouver une motivation ou tout simplement fournir un effort particulier pour acquérir ces nouvelles compétences? La deuxième question, c'est comment on s'assure que les compétences ont bien été transférées et qui participent à l'amélioration de l'efficacité du service et au développement professionnel et personnel du collaborateur, puisqu'encore une fois, c'est in time, directement, sans qu'on ait même à le demander dans ce principe-là. Puis troisièmement, et c'est la question de notre journée sur les transformations et les compétences d'avenir, c'est quelles seront les compétences transversales clés pour s'assurer du développement des collaborateurs dans ce contexte d'accélération et de transformation. Comme je le disais, c'est la question de cette journée. Je vous remercie et je laisse la parole aux startups qui vont nous suivre. Merci Aurélie. Merci pour cette introduction, les nouvelles formes d'accès à la connaissance. Tout est dit dans cette présentation. Parfaite introduction, en effet, à notre table ronde consacrée aux nouveaux territoires de l'apprentissage. J'accueille Nicolas Dupin, Lisa Ferrer et Sylvain Louradour. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Nicolas Dupin, vous êtes président de France Immersive Learning. Lisa Ferrer, fondatrice et CEO de Kierae, qui est une solution pour identifier ses soft skills grâce aux jeux vidéo. Vous allez tout nous expliquer, tout nous raconter tout à l'heure. Et Sylvain Louradour, bonjour Sylvain, directeur associé de NetExplo. Nicolas, on a entendu cette introduction de Thierry App qui pose déjà pas mal le tableau. Quand on parle d'immersive learning, de quoi parle-t-on exactement ? On parle d'une révolution anthropologique qui est devant nous. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit quand on avait préparé cette table ronde. Moi, je vous avais parlé de révolution pédagogique et vous m'aviez dit anthropologique. Oui, on est sur une révolution anthropologique où, depuis que l'humanité est humanité, et nous en avons parlé aujourd'hui activement avec les supports digitaux, voilà. on s'efforce de transmettre notre expérience du monde et nos savoir-faire à travers des supports 2D qui ont été de beaucoup de variétés à travers les siècles et qui aujourd'hui sont tous ces supports digitaux qui sont les vecteurs de cette transformation digitale qui est le sujet d'aujourd'hui. Les technologies immersives s'utilisent majoritairement avec ce qu'on appelle des head-mounted devices, donc des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle qui se mettent sur la tête, qui permettent de rentrer dans les univers et donc de s'y mouvoir avec un vrai sentiment de présence et d'interaction. Et ce passage dans une réalité tridimensionnelle change complètement tous les paradigmes de transmission, d'émotion, de présence et d'apprentissage. Alors, on va justement revenir sur cette question, sur ce qu'elles apportent vraiment, ces nouvelles technologies dans les parcours de formation. Mais on va peut-être d'abord regarder vraiment à quoi ça ressemble avec une petite vidéo que vous nous avez fournie. On regarde ça tout de suite. Il s'agit de reconstituer, en temps réel, une vision globale de l'environnement virtuel et de contextualiser pleinement le corps et les actions de l'apprenant. Pour ce faire, on fusionne deux réalités jusque-là distinctes. L'apprenant, filmé dans l'environnement réel sur fond vert, et l'environnement virtuel qui l'entoure. Le résultat de cette fusion est projeté pour tous sur un écran de bonne dimension. So why don't I have Joe, why don't you assist me? If you could grab the loop rag, apply more lubricant to it, and then let's apply some lubricant to both ends of that filter membrane. Sure thing. Great. And now keeping in mind the flow direction, if you could insert that
membrane into the chamber. Great. Stop. Pause. Okay. Right. Is everybody alive? Are you still there? We are. Good. Okay. Yeah. So let's. We've got up here the volcano, the volcanic eruption, and of course now in the lesson you could start asking the students, what do you see? You might be revisiting. You might be finding again the vocabulary you saw maybe in the video before. Here we go. I'll do like a sticky note, lava sliding down just to, again, focus the mind, because I notice a lot of the focus in virtual reality is talking, isn't it? There's this, it feels like this pressure to talk because I'm looking at these avatars or people. But language learners need to see things written. And so a simple thing, sticky notes really helps that. And if there are anybody out there who wants to build an educational platform or think about improving their educational platforms, I'm telling you, as a teacher, I really need just a simple pen or with my finger to write something in the sky. C'est un peu le premier influenceur virtuel. Je reçois chez moi des lettres au nom d'Elix, je suis invité partout, je fais des collaborations avec plein de médias, de couverture, de choses comme ça. Il y a un truc qui se passe qui est assez dingue, parce qu'effectivement, il y a un côté très tech dans le début des réseaux sociaux, et Elix a un côté, un pied de nez à la tech, où il fait ces jeux de mots. Là, on voit qu'il tire la prise de la Bastille. Voilà, on a vu pas mal d'illustrations concrètes, enseigner l'anglais en réalité virtuelle. On a vu aussi des gens tester les casques chez vous. Au lab, en quoi est-ce vraiment un plus d'apprendre de cette façon-là? Qu'est-ce que ça va apporter de plus que de la manière assez traditionnelle? Alors, on a effectivement commencé cette rapide présentation d'un champ des possibles très vaste, très large, donc, obligatoirement étroit. Parce que en ce qui concerne ces technologies, il y a une opération première, c'est pour ça qu'on a créé le lab, c'est qu'il faut mettre un casque de réalité virtuelle pour prendre la mesure du sujet et pouvoir s'y projeter. Si on ne le fait pas, c'est un peu comme découvrir la plongée à travers le fond transparent d'un bateau. On ne peut pas comprendre. Donc on a créé ce lab où on reçoit les gens, on reçoit les entreprises pour leur faire expérimenter et ressentir physiquement par eux-mêmes ce que produisent ces technologies, pour qu'ensuite ils puissent commencer à projeter une stratégie de transformation des usages de leurs organisations à partir de ces technologies qui sont assez diverses. On a des technologies qui augmentent la réalité augmentée, réalité mixte. On a des technologies qui capturent la réalité, la vidéo 360, la photogrammétrie, et puis on a des technologies qui subliment la réalité, qui permettent l'impossible, qui sont essentiellement celles de la réalité virtuelle. Ce sont des sujets très différents, avec des process de déploiement, d'appropriation, de conception qui sont aussi très différents, d'où la nécessité aujourd'hui de penser une stratégie et non pas d'aborder ça par la technologie, parce que la technologie elle est un vecteur. Le vrai sujet, c'est comment elles apportent une vraie plus-value à l'appropriation de l'esprit des entreprises. Il a beaucoup été question là, dans les débats précédents des postures des entreprises, de leur responsabilité sociale et environnementale, donc de l'onboarding des collaborateurs, de l'apprentissage, et puis dans une multiplicité d'autres sujets qui sont le patrimoine, la culture, les spectacles vivants. Il y a aujourd'hui une multiplicité de solutions qui existent déjà et qui sont immédiatement appropriables. Avec une vraie question aussi, c'est vraiment comment on utilise ces différentes technologies pour créer des ponts entre la réalité et cette réalité virtuelle. C'est vraiment ça la vraie question derrière tout ça. Le petit film réalisé par NetExplo était évidemment très illustrant de ça. Et on a effectivement là des capacités à améliorer la réalité. Mais en même temps, ce n'est pas nouveau. Depuis des dizaines d'années, les pilotes d'avion apprennent sur simulateur et passent dans la réalité pour appliquer cet entraînement qui se fait sans coût ni risque et avec autant de capacités de répétition que nécessaire en fonction des individus. Donc là, on est au cœur d'un des premiers leviers d'amélioration de nos dispositifs d'apprentissage qui sont ceux que je viens de préciser. Ça veut dire qu'il faut créer tout un écosystème pour mettre en place cette stratégie dont vous parlez ?
Il y a d'abord une nécessité d'acculturation et d'amener tout un groupe de personnes, les pilotes, au même niveau d'appréhension de cette technologie, d'expérimentation, et puis ensuite, effectivement, construire une stratégie, non pas de preuve de concept, mais de projets pilotes qui vont permettre petit à petit d'enclencher une vraie transformation sur quasiment l'intégralité des métiers, quelles que soient les organisations, puisque ces technologies sont d'une part par nature transverses, et qu'une autre de leurs puissances est que toutes celles qui structurent notre transformation digitale aujourd'hui, l'IA, le big data, toutes ces technologies qui commencent à être maîtrisées, viennent s'agréger dans une vision qui, elle, est naturelle parce que tridimensionnelle. C'est en ça qu'on a cette révolution anthropologique qui produit un vrai challenge d'appropriation et de transformation pour les entreprises. Lisa Ferrer, je le disais, vous êtes fondatrice CEO de Kirae, une solution pour identifier ces compétences transversales grâce aux jeux vidéo. On va avoir, je pense dans quelques secondes, la vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble. Déjà, expliquez-nous comment ça marche et à qui ça s'adresse. Alors, comment ça marche? C'est en fait très simple. On va utiliser du coup le jeu vidéo pour mettre en action la compétence par le jeu. Donc nous, en fait, on se base sur des concepts issus des neurosciences qui nous permettent en fait de venir évaluer de manière objective l'adaptabilité, le multitasking, la planification, par exemple. Et donc du coup, on a vraiment fait ce choix de passer par le jeu vidéo et par le mobile avec cette volonté d'avoir quelque chose qui soit vraiment très facile à prendre en main. Donc on le voit à l'image. Alors là, qu'est-ce que c'est ce jeu? Donc expliquez-nous par exemple. Du coup, on travaille sur l'adaptabilité. Donc on trie des petits déchets dans l'espace. Comme vous voyez, on a pris un parti pris résolument gaming. On ne cherche pas à copier la réalité, on s'en extrait. Par contre, on est vraiment dans la mise en action de la compétence. Là, sur le multitasking, on est un petit chasseur de primes et donc on va passer son temps entre capturer des voleurs et puis chercher des coffres. On vient derrière activer les mécaniques cognitives qui sont les mêmes que celles qu'on va demain mobiliser au travail ou dans sa vie perso, puisque c'est un peu... quand on parle de compétences transverses, elles sont aussi transverses au sein de notre vie. Et donc, du coup, on va venir activer ces mécaniques de la même façon dans les jeux que dans la vie réelle. Donc, on va les identifier et on va travailler sur ces compétences par le jeu vidéo. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment que en jouant, on va d'abord consolider un score objectif sur la compétence, et puis en jouant régulièrement, et c'est pour ça que c'est du mobile, c'est pour ça que c'est des parties qui sont très courtes, qui durent 1 minute 30. Là, du coup, on va vraiment rentrer dans des mécaniques d'entraînement qui vont permettre de faire évoluer la compétence. Et derrière, on s'appuie sur des open badges, donc des badges numériques, qui vont ensuite permettre aux personnes d'aller valoriser cette compétence soit auprès d'un recruteur si elles sont dans une démarche de recherche d'emploi, soit auprès de leur entreprise si elles sont déjà en poste. Alors justement, ça s'adresse à qui? Elle a été créée pour qui cette solution? Alors la solution, elle a été créée pour outiller les individus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont tournées vers les recruteurs, qui sont tournées vers l'objectivation des compétences un petit peu au service de l'entreprise, et qui avaient finalement assez peu de choses pour accompagner les individus dans cette phase d'identification de ses propres compétences, prise de conscience, prise de confiance et valorisation, même si en fait on va aller adresser ces personnes par des organismes de formation, par les entreprises qui les emploient ou par les acteurs de l'insertion. Est-ce qu'on est prêt à ça? Il y a encore pas mal de réticences par rapport aux jeux vidéo, notamment quand on est parent, on a toujours pas mal de freins par rapport à ça. Je vous poserai aussi la question sur vos sujets aussi, Nicolas. Est-ce qu'on est prêt à avancer dans ce sens-là? Alors moi je vous dirais que tous les gens auxquels je parle, ils sont très très prêts. On a lancé une bêta publique, les gens pouvaient s'inscrire et ils nous ont dit des trucs très forts sur pourquoi ils s'inscrivaient, pourquoi ils voulaient tellement tester Kirae, sur le fait qu'ils étaient fâchés avec les méthodes traditionnelles qui permettent de détecter les compétences, qui passent beaucoup par l'écrit, qui passent par une forme de réflexivité et de regard sur soi-même, alors que finalement le jeu il leur permettait de les mettre en branle directement. Et puis ils nous ont dit aussi merci de dire que le loisir sur lequel on passe du temps, en fait, c'est quelque chose qui permet de développer la compétence, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 70% des Français qui jouent régulièrement à des jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, c'est un sujet qui nous concerne tous, qu'on soit sur Candy Crush Saga sur son téléphone ou qu'on soit un adepte de Fortnite. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études qui ont été menées et qui montrent que les jeux vidéo, c'est un espace d'apprentissage incroyable.
Et là, avec votre solution, vous pouvez mesurer vraiment les progrès réalisés par les personnes? Eh bien oui, parce que du coup, à chaque fois qu'ils jouent, du coup, ils vont pouvoir faire évoluer leur score. Et donc, effectivement, on va pouvoir avoir cette mesure du progrès dans le temps, ce qui est aussi une petite différence par rapport aux modalités de formation un peu plus traditionnelles, avec lesquelles on est bien sûr très complémentaires, mais qui finalement apportent rarement cette notion de quand j'ai commencé, je me positionnais ici, et puis à la fin, je suis sortie là. Ça pose la question que soulevait tout à l'heure Thierry Apt, Nicolas, c'est comment s'assurer que par ce biais-là, les compétences soient acquises par le biais de la réalité virtuelle ou par ces nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on mesure ça? La première chose, c'est de la mesurer par les résultats. Lorsque vous prenez une personne, que vous la mettez en situation et qu'elle peut répéter ce geste autant qu'elle peut, autant qu'elle a besoin, sans coût ni risque, et qu'ensuite elle va sur le terrain et qu'elle est beaucoup plus efficace, eh bien les résultats sont là. Les résultats sont aussi là lorsque les gens prennent du plaisir à apprendre. La référence au jeu est tout à fait intéressante. On a besoin de s'inspirer des modes du jeu vidéo, mais aussi des capacités narratives du monde de la culture pour pouvoir enrichir des dispositifs de formation et faire en sorte que les gens trouvent du plaisir à apprendre. Et il est important de préciser que ces technologies aussi permettent aux formateurs de renouveler le plaisir de transmettre, parce qu'elles le donnent une certaine forme de pouvoir magique, de s'abstenir de la réalité, en fait, de s'abstenir des limites de la réalité pour pouvoir aller plus loin dans la passion de leur métier qui est celle de transmettre. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des études qui permettent de mesurer l'effectivité des résultats, l'amélioration de la concentration, de l'amélioration des engagements? Oui, elles commencent à sortir partout et les résultats sont à peu près unanimes. Le vrai enjeu maintenant, c'est de construire cette stratégie pour les organisations et d'engager cette transformation. Et c'est bien pour guider ces organisations qu'on a créé France Immersive Learning, qui d'une part, fédère l'ensemble des formidables entreprises françaises qui aujourd'hui produisent des solutions dans tous les domaines de compétences. Donc en fait, la question n'est pas de savoir est-ce que l'on peut développer des compétences aujourd'hui avec les technologies immersives, c'est par où commencer. Et dans France Immersive Learning, on a aujourd'hui près d'une centaine d'entreprises françaises, toutes animées de talentueux et de passionnés, qui produisent déjà des solutions qui sont déployables dans les organisations. Et par ailleurs, le lab, qui vient appuyer ces organisations, donne à voir, à apprendre et à former les gens pour s'approprier ces technologies et les déployer dans la réalité. Parce qu'effectivement, les résultats sont très efficaces. Et puis, si vous me permettez de reconceptualiser un petit peu l'enjeu, on est à nouveau dans une 5e vague, le télétravail définitivement s'installe dans nos pratiques professionnelles, c'est en soi une bonne chose, ça a aussi ses limites. Une des limites, c'est quand même ce qu'on appelle la Zoom fatigue. On regardait il y a quelques instants le nombre de résultats lorsqu'on fait une recherche sur le sujet, on arrive à 28 millions, je crois. Donc, quel est l'horizon ? Quel est l'horizon de cette transformation digitale qui fait qu'on va pouvoir dépasser cette forme d'ennui qui est de nous passons nos vies sur nos écrans, dans tous les sens? Eh bien, ces technologies apportent cette fois-ci une vraie plus-value et une solution complémentaire. On n'est pas dans de la substitution, mais on est vraiment dans une solution. C'est pour ça que je parlais de pont tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas non plus, j'imagine, de passer sa vie avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ça n'a pas de sens, et la réalité aussi est tellement belle, et on a besoin... Voilà, donc la question... Quand je disais l'enjeu du pont entre réalité virtuelle et réalité, c'est vrai, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller vers la matrice, où on vit dans un monde virtuel. J'espère. Non, il s'agit au contraire d'augmenter la réalité et de donner de nouveaux outils immédiatement accessibles, j'insiste, immédiatement accessibles, en particulier à travers les entreprises qui sont fédérées dans France Immersive Learning, parce que nous avons, comme dans tous les domaines, des formidables talents en France qui n'attendent que de s'épanouir du marché qui est en train de démarrer. On a là aujourd'hui le next step. Mais à nouveau, pour faire référence à l'actualité, Zuckerberg a mis le feu à l'écosystème en parlant du métaverse. Ce tsunami qui arrive va devenir extrêmement visible à tout le monde durant l'année prochaine, lorsque Apple a révolutionné nos existences en sortant en 2017 le premier smartphone, et vous en connaissez les résultats aujourd'hui. L'année prochaine, fin 22, début 23, Apple va sortir les merveilleux travaux qu'ils sont capables de faire, et là nous allons changer de dimension et rentrer dans la vie augmentée. Sylvain, vous êtes directeur associé de NetExpo. Il faut rappeler que NetExpo est un observatoire mondial. Toute l'année, vous captez des milliers d'innovations sur tous les continents, dans tous les secteurs. Vous êtes bien sûr allé au Web Summit, c'était il y a quelques semaines, à Lisbonne, pour voir l'état de la tech aujourd'hui. On va regarder, on en parle juste après, Sylvain.
91% of the population does not know how to properly present themselves in a CV resume. So we are eliminating the resume, firing it, if you will. And what we're doing is helping candidates better align themselves with the role with a robust candidate profile that has skill matching and opportunities for creativity. It also completely eliminates bias. Because we are like Tinder for tech job. It is the only platform that keeps engineers extremely active so you can hire them. Basically, here you upload job, candidates swipe on those jobs and you hire them. Our task is to capture their attention so you can just interview and hire. That's it. No more searching, no more outreaching, no more sending messages, just interview and hire. What we do at Selected is basically to match the skills of the candidate and help them to grow them so that they can match with the job that they want to do in the future, both for increasing their salary or just to have a better work-life balance or any other kind of wishes that the user might have. In Neuroreality, we are creating Cody's Quest. And Cody's Quest is a game, a VR-based cognitive rehabilitation game that improves your cognitive skills. We are focusing on cognitive areas as the memory, divided attention, executive attention, long short-term memory, calculation skills. And what you can do with our software is improve your brain, train your cognitive skills, and improve yourself. Et j'ai fondé une start-up qui s'appelle Smartive et qui a créé ces manifestos qui est la base de la culture digitale. Ça signifie choses qui sont données pour acquis par la majorité des startups et players de l'innovation digitale, mais pas du tout par les personnes qui travaillent dans les grandes entreprises, dans les grandes boîtes. Donc, ce qu'on a fait ici à Web Summit in Lisbonne, c'est de présenter un nouveau tool pour analyser les compétences digitales. C'est un assessment. DropBy is a micro-mentoring platform. What we do is we allow you to create a link for an event, and in this event you choose a topic of your choice that you'd like people to exchange knowledge on. You will be able to share this link through your social networks or any channels that you'd like to use to share the word with everybody to join. And once you have shared this link, people sign up for the app and they create a profile. What happens then is you are connected for speed dating sessions. What happens is you will both click whether that session was useful to you, and if you are a match, you will be matched on our platform as a connection for future micro-mentoring sessions between you two. We are turning mental health tangible. So by understanding how you're feeling through your smartphone sensors, we will personalize your journey of mental health coping. So with that, we provide you a library of coping strategies like breathing, energizing, empowerment, and we will shape your journey of coping with mental health issues in a personalized manner, and so you can also quantify your state and the progress. We also have a dashboard for companies to see how the global state of the employee mental health is working. So we're SweatPal, we're a Chief Happiness Officer as a service for remote teams. Essentially, we're trying to help distributed teams, so whether you're working remotely or in hybrid teams, to stay connected and really engage with your colleagues, right? Because we know that during lockdowns, everyone is disconnected, everyone is sitting behind a screen all day long, interacting with email signatures, and that's not really fun, right? So what we're trying to do is bring back the fun and help your team organize your social life at work. Must-have skills moving forward in the workplace. First of all, whether you're IT or not, know AWS, at least the very, very basics. Trust me, that's part of the future of work. The other one is going to be presenting and speaking. So candidates, be prepared to be able to present your work. Use Canva, use Illustrator, things like that, and be prepared to be creative. That's part of the future. For the workforce of tomorrow, really is being able to adapt to a new environment, right? Like a very digital ecosystem. Everything that you're going to be doing is probably going to be online. So I think it's really critical to be ready to be have a digital workforce. Parce qu'en fait, c'est pas du tout simple. Mapper et analyser ce qu'il faut pour le futur. Bon, à tous, mes souhaits de bonnes transformations digitales.
Voilà, toutes ces innovations captées à Lisbonne. Sylvain, je crois que vous avez identifié 3 mini-tendances très opérationnelles pour les entreprises, notamment en matière de learning et de bien-être. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, Lisbonne, c'est vraiment fantastique. Le Web Summit, c'est une niche incroyable pour trouver des startups, des tendances, etc. C'est 1200 startups, 150 conférences et puis évidemment des centaines de personnes qui passent, 40 000 personnes qui passent dans ce salon international en 3 jours. Vous y étiez, Nicolas, ou pas? Non. Et donc, beaucoup de startups sont intéressés par les grands sujets du moment, par exemple le métaverse, le CEO de Facebook était là, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller au contact vraiment des startups qui émergent, qui sont à tous les stades alpha, bêta, etc. Oui, on en a vu pas mal. Exactement. Là, là, on a vu des startups à des différents degrés. Certaines sont en phase de commercialisation, d'autres ne sont même pas au niveau du POC. C'est vraiment très peu avancé. Alors, ce qu'on peut dégager rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps sur cette séquence, c'est 3 mini-tendances. Le premier, c'est le néo-learning, c'est toutes les nouvelles façons d'apprendre. Donc là, on l'a vu déjà avec Nicolas et puis Lisa. Et je compléterai avec les 2 startups que nous avons vues dans ce petit reportage, qui sont un drop-by. Donc c'est du micro-mentoring, donc ça a l'air de rien, mais finalement ça rebrasse complètement. Eh bien, ça redéfinit les notions de sachant et apprenant. Il n'y a plus de savoir venu d'un expert ou d'un sachant, il n'y a plus vraiment d'apprenant, puisque tout le but, c'est du micro-mentoring entre pairs. Donc vous pouvez matcher, comme sur Tinder, avec quelqu'un de votre entreprise sur un sujet professionnel, et vous constituez ainsi des réseaux de sachants apprenants, enfin il n'y a plus de distinction, entre pairs, par affinité, au sein d'une entreprise. Et sur cette tendance du néo-learning, il y a aussi la santé mentale, qui était extraordinairement prise en compte, là pendant ce salon, en tout cas en nombre de startups. Beaucoup de startups se lancent dans des plateformes, des applications d'autodiagnostic de santé mentale, ou de dashboard du point de vue des DRH. Alors, est-ce que c'est lié au contexte sanitaire, enfin, la oui, pandémie, sans doute, oui. Voilà, le retour au travail, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. On parle de forme hybride, présentielle, etc., mais c'est des mots déjà qui décrivent une réalité qui n'est plus celle qui va arriver. Enfin, quand Nicolas parle de l'avènement de ce qu'on peut appeler quelque chose comme le métaverse éventuellement, même si c'est un mot dont il faut se méfier, mais vers 2022-2023, oui, on sent bien quelque chose, des choses convergent vers ça. Donc oui, ça répond vraiment au contexte de fatigue, en effet, par rapport à ça. Et la santé mentale, c'est un des enjeux pris en compte par les entreprises désormais, au même titre que les compétences. Donc là, on parle de compétences d'avenir. La santé mentale, ce n'est pas une compétence, mais c'est une donnée particulièrement importante et maintenant prise en compte de plus en plus par les entreprises. Et donc Nevaro, que nous avons vu dans ce reportage, permet un autodiagnostic. Tout simplement, c'est est-ce que je vais être en burn-out ce soir, dans 3 jours, etc. Vous avez des indicateurs très concrets par autodéclaration sur un petit dashboard. Et puis du point de vue de l'entreprise, du DRH, de la direction, vous avez de façon anonymisée un dashboard comme ça sur l'état mental de votre entreprise et évidemment des conseils, des solutions positives pour résoudre tel et tel cas individuel ou bien collectif. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la tendance unclutter. Alors en anglais, clutter, c'est encombrer, ça veut dire encombrer, et unclutter, c'est désencombrer. Donc ça veut dire qu'on se dégage de tout un tas de choses superflues. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, en basculant dans ce numérique-là, qu'on était un peu envahi, un peu passif, ou alors on a pris conscience, à la faveur de la pandémie, que finalement le numérique était un petit peu envahissant, encombrait un peu nos vies. Unclutter, c'est désencombrer, ça veut dire qu'on choisit dans le numérique uniquement ce qui nous intéresse. Et aussi, peut-être qu'on injecte plus d'intention, plus d'engagement dans les outils qu'on choisit. Par exemple, Catch, c'est une application. Alors vous voyez, quand vous ouvrez votre agenda parfois le lundi matin, vous avez une série de cases de toutes les couleurs par 1 heure, 60 minutes, enfin 30 minutes, 60 minutes, etc. C'est un peu décourageant et surtout votre semaine est écrite d'avance. C'est comme un méga spoil, c'est-à-dire que c'est comme si vous connaissiez tous les épisodes de la série à l'avance. Oui, c'est vrai que c'est angoissant. Cette semaine finalement, voilà. Donc pourquoi vivre cette semaine? Et Catch, j'adore leur baseline, c'est Unscript Your Day, ça veut dire désécris ta semaine. Et donc c'est une application qui favorise les réunions, les brainstorming, etc., qui favorise de façon spontanée, créative. Pour trouver une idée, il faut parfois 3 minutes, parfois il faut 4h02. Pourquoi des blocs de 30 minutes, 60 minutes imposés par des solutions digitales? Voilà, donc Catch est une application qui il faudra repenser tout le monde de l'entreprise et son fonctionnement. Ça va être un peu plus compliqué que... Oui, ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas, c'est une application qui va bientôt se lancer et qui sera intéressante de suivre. Et troisième micro-tendance, c'est le no-brainer. Donc, brainer en anglais, c'est un truc ça veut dire vous vous posez tellement de questions que vous ne passez pas à l'action. Le no-brainer, c'est il n'y a plus d'obstacles techniques, soit une technologie à apprendre, on parle de formation, soit un expert à contacter ou à
payer, etc. Eh bien non, vous avez le résultat direct entre votre brief et la production. Un exemple très très concret, il y avait une start-up Web Summit qui s'appelle Anything World, qui permet par la voix de dicter un univers 3D. Vous voulez créer un jeu vidéo, vous n'avez pas besoin de savoir coder, et vous pouvez dire, bah voilà, je veux un univers sous-marin avec un galion rose dans un coin, des poulpes à lunettes, etc. Vous dictez ça vocalement, et l'univers se compose sous vos yeux. Donc quand on parle de gaming, de métaverse, etc., on voit qu'avec ces méthodes no-code, mais c'est bien plus que ça, c'est vraiment ce que je veux existe sans intermédiaire, donc tout le monde devient créatif, etc. On redéfinit complètement les talents qu'une entreprise a besoin d'engager, les compétences à avoir, et puis évidemment les formations, puisqu'il n'y a bientôt plus besoin de formation en fait, si on parle de codage éventuellement. Bon, évidemment, là on parle du grand public, on aura toujours heureusement des codeurs pour faire les solutions pour éviter de coder. Voilà. Et dernier point aussi là-dessus, c'est en revenant sur ces histoires de soft skills, de hard skills, on voit que la frontière s'efface de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les soft skills, finalement, sont mesurables, de plus en plus mesurables, quantifiables et améliorables. Donc la dénomination de hard skills et soft skills est peut-être une dénomination qui est en train de disparaître complètement. On peut parler de skills. Il n'y a plus lieu du tout de faire la différence entre les deux, en tout cas de moins en moins. Et tout ça, on le retrouve dans The New Now, non ? Oui, toutes ces tendances, il faut en parler. Du Web Summit sont résumées à la fin du livre The New Now, c'est l'édition augmentée, et donc que vous pouvez trouver sur netexpo.com. Et on va voir ces tendances en vidéo, filmées à l'UNESCO pendant la pause déjeuner. Vous pourrez découvrir toutes ces tendances internationales. Merci beaucoup Nicolas, Lisa, merci Sylvain, merci à tous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve sur le plateau tout à l'heure à 14h pour de nouvelles séquences Transfo Skills. Vous entendrez notamment les dirigeants d'Airbus, BNP Paribas et Safran. À tout à l'heure.